Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc réunis ce soir pour une forme de fête à distance, mais une fête néanmoins, puisque nous célébrons la sortie simultanée de 4 livres, vous avez bien entendu, 4, de Jean-Christophe Bailly. Ce n'est pas une tétralogie au sens où ce n'est pas du tout 4 volumes d'une même entreprise, c'est 4 entreprises différentes. Donc nous allons évoquer ce soir Café-Néon et autres îles, Chemin grec, qui est paru chez Arléa. Nous allons célébrer Les Jours d'Amérique, 1978-2011, qui est paru aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie, où Jean-Christophe avait déjà publié plusieurs livres importants, dont Basse continue. Nous allons célébrer La reprise et l'éveil, essai sur l'œuvre de Jean-Marc Sérino, aux éditions Macula, et À peine sorti des presses, aux éditions Bayard, dans la collection Grand Ouvert dirigée par Gilbert Tsai, Voir le temps venir, un collectif sous la direction de Jean-Christophe Bailly. Donc le pari que nous nous sommes donné, que nous nous sommes assignés l'un et l'autre, c'est non pas de parler d'un de ces livres, chaque livre mériterait évidemment une séance à lui seul, mais de les traiter tous ensemble. Il s'agit de livres qui ont des origines et des publics d'une certaine manière différents, mais je vais essayer de le dire rapidement, qui sont liés par une espèce de fil, de lien tout à fait important et sensible. Café-Néon et autres îles, Chemin grec, est un journal, une série de journaux de voyage que Jean-Christophe a rédigé en Grèce, comme Jour d'Amérique, puisqu'il s'agit de journaux qui ont été rédigés en Amérique entre 1978 et 2011. Le livre La reprise et l'éveil est une espèce d'ekphrasis, de commentaires de l'œuvre de Jean-Marc Sérino. Et Voir le temps venir est un collectif qui émane d'un séminaire qui avait été tenu au Jeu de Paume en 2019. On pourrait dire d'ailleurs que c'est, si on veut passer du 4 au 5, qu'ils prennent aussi, on pourrait parler de Naissance de la phrase, qui était paru aux éditions Nous il y a à peine un an. Alors, comment lier ces livres et comment est-ce qu'on va essayer de le faire ? Bien, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ces textes sont liés par une réflexion sur le temps, une réflexion et une écriture du temps. J'essaierai de le dire plus en détail tout à l'heure. Et peut-être qu'on pourrait partir de cette très belle formule dont tu t'es servi pour donner le titre au séminaire, Voir le temps venir, puisque dans les deux journaux, les 2 volumes de journaux de voyage, il s'agit plutôt de voir le temps revenir et de le voir dans un dispositif d'écriture tout à fait particulier, puisque ces textes n'ont pas été retouchés. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ils sont publiés comme tels, avec, dans le cas de Jour d'Amérique et dans le cas de Café-Néon, un petit texte préliminaire où tu rappelles le protocole d'écriture, pour ainsi dire, et dans un livre comme dans un autre, quelques notes où le narrateur d'aujourd'hui commente le Jean-Christophe de l'époque. Dans ces 2 textes, il s'agit donc de revenir au temps de l'écriture de ces journaux, de voir le temps se réouvrir, et je dirai un mot tout à l'heure du temps qui anime ces livres et du rapport différent, me semble-t-il, que tu avais au temps dans ces deux entreprises. Dans le travail sur Jean-Marc Sérino, dont vous voyez derrière nous une œuvre, le titre même pourrait avoir d'ailleurs été le titre de notre rencontre, puisqu'il dit un rapport au temps des œuvres, la reprise et l'éveil. Alors la reprise, c'est un terme qui qualifie bien le travail de Sérino, j'imagine que tu en diras un mot, mais qui qualifie aussi une manière d'être au temps et à l'œuvre, qui est la tienne en fait. La reprise, c'est un terme qu'on trouve chez Hegel, Wiederholung, qui est aussi le terme par lequel les Allemands ont traduit le terme kierkegaardien de répétition, de reprise. C'est une manière de se réapproprier
de ressaisir, selon un terme qui t'est cher aussi, puisque c'était le titre du livre que tu avais consacré à l'Irlande, qui est là, saisir au Pays de Galles, 4 aventures galloises. L'éveil, eh bien, c'est l'attention à l'œuvre qui est la tienne. Et la reprise et l'éveil, c'est aussi le réveil, d'une certaine manière. La manière de réveiller et les œuvres du passé, puis c'est ce que fait Jean-Marc Serino, et c'est une manière aussi pour toi de réveiller le temps qui est déposé dans les œuvres. Alors, avant que j'essaie, si tu veux bien, de commenter un petit peu le fil qui lie ces œuvres, j'aimerais bien qu'on les entende un petit peu, et on a donc décidé qu'on ferait des lectures alternées, et que donc tu commencerais par Jour d'Amérique. Donc un bref extrait un bref extrait de ce livre qui s'appelle donc Jour d'Amérique. Donc on est en 1979. En parenthèse, c'est assez étrange de taper à la machine, on tape plus à la machine, on passe à l'ordinateur. Mais de faire entrer dans l'ordinateur un texte qui sort d'un carnet qu'on a écrit il y a 41 ans. C'est comme un travail pré-posthume d'une certaine manière. Il y a une étrangeté par rapport à la question du temps telle qu'elle était abordée à l'instant. Donc 7 novembre 1979. Travail. Je pense au lointain territoire des identifications, Trakl, Benjamin, Mandelstam, Hofmannsthal, Rimbaud, Van Gogh, Munch. Comment une pomme d'or cesse d'être un mot ou une tache colorée et, sans devenir un symbole, fixe un point de plénitude. Fruit de la visée, de la faim, FAIM, sur un fond sombre indéterminé. Les pommes rouges de Riga, chargées sur des chalands, tout près des jeunes filles sur le pont de Munch, tout près du pas d'argent de Munch, A Silver Step Quite Early One Morning. Ces poèmes que nous pouvons faire, que nous ne ferons pas, ces livres dont nous ne voulons pas, parce qu'il en faut d'autres et autre chose que des livres. Et la récompense de la révolte contre les exercices de style vient dans le hasard du quadrillage de la ville énorme qui me tient dans un pli. Le Roi Street, entre les maisons anciennes et régulières de couleur rouge ou brune et l'air de jeu grillagé qui leur fait face, une pluie de feuilles jaunes tremblant le long des ventailles, or frémissant dans le ciel d'acier sans pesanteur, balle végétale de paillettes légères dans la légèreté de l'air, immobilité de ce mouvement tuant les bris, bien que la ville continue d'être là, bien que New York reste la boîte sombre où ce tournoiement est fixé. Ramasser quelques feuilles n'est qu'un geste maladroit, écrire ces mots est pire encore. Reste pourtant le plaisir d'une magie visible, la saisie du jardin rêvé, sans durée, sans appui. Café Néon et autres îles, Journal d'Amorgos, 1987. Samedi 30 mai. Mer grise, temps frais. Mon dos n'arrive pas à comprendre qu'il doit se taire. Sur le port, le Georgia et non pas le Grégoris. Cargo rafistolé qui porte son ancien nom encore visible sous le premier. Cargo acheté d'occasion, maraudant, servant à des trafics, puis qui vont à la casse. On en voit partout en Méditerranée, et surtout au Pirée et à Naples, sans doute aussi au Levant. Le Georgia ne livre lui aussi que du gravier, mais le voir glisser à peine éclairé à petite allure et silencieux dans la rade hier, et c'était déjà toute une nuée de fiction, de la piraterie à Tintin, des forbans à la rouille, d'un port oublié de la côte turque à un bar de Barcelone. L'espace qui, sous les eucalyptus le long de l'ancienne école, conduit à la rue qui monte vers l'église, avec l'épicerie au volet bleu passé et son auvent de tôle ondulée qui ne protège qu'une caisse de citron, ce fragment de route de campagne faisant un coude à l'entrée d'un village, il a beau être grec, c'est-à-dire blanc et solaire, poussiéreux, je ne peux m'empêcher d'y voir chaque fois quelque chose de plus lointain. Et ce devenir oriental de la Grèce, on doit le retrouver aussi dans les Balkans et dans la Russie du Sud. Pour cette seule raison,
Ce qui s'en va ainsi et qui semble immuable fait penser à une nouvelle de Tchekhov ou à Sur la grande route. D'ailleurs, la mise en scène de Gilles et Klaus avait repris les chaises des cafés grecs. Chaque soir, le pouvoir de ce lieu augmente et je sais que je ne parviendrai pas à le décrire. Mais pourquoi la plus simple route est-elle déjà la grande route? Et pourquoi l'épicerie la plus démunie de l'île a-t-elle les allures d'une mystérieuse caverne au trésor sortie de l'enfance? Et pourquoi les arbres qui sont là, et qui ne sont ni comme ceux d'un bois, ni comme ceux d'un parc, et encore moins comme ceux d'une avenue, encadrent-ils avec tant de perfection cette petite scène magique? On avait dit ensuite que tu lirais un extrait de Voir le temps venir de ta préface. Oui, là on est dans un registre quand même très différent puisqu'il s'agissait d'un séminaire. Et donc je vais juste lire le début de la présentation qui était celle du séminaire, donc qui explicite le sujet, le thème qui a été abordé au cours des 6 séances qui composaient ce séminaire et qui composent aujourd'hui les chapitres du livre. Nous avons spontanément le réflexe d'associer le temps à quelque chose de linéaire, qui passe et qui s'enfuit. C'est le fameux fleuve dans lequel nous ne nous baignons pas 2 fois. C'est la vision la plus commune et la plus immédiate du temps, où s'assume ce paradoxe fondamental qui veut qu'il soit toujours là, comme un contenant absolu ou comme un moteur, tout en ne faisant que passer. Cette vision est évidemment juste, mais elle n'épuise pas le temps. Inépuisable, le temps ne peut pas être réduit à un flux pur et simple. Parfois, on le perçoit plutôt comme une forme de l'étendue, comme un lac. Mais en deçà même de ses possibilités ou de ses sensations de stase, et si l'on en reste à la version linéaire qui fait de lui un fil ou un film continu, on voit qu'elle doit être aussitôt corrigée, cette vision. Si le temps est tout de même l'équivalent d'un fleuve, alors il faut tenir compte de la diversité de ses courants et de ses allures, et ne pas oublier ses zones stagnantes et ses remous. S'il est un film, alors il faut en suivre les ralentis, les accélérés, les fondus enchaînés. Mais l'image la plus appropriée serait ici, en fait, celle de la câblerie. S'ils sont bel et bien linéaires, les câbles sont composés de fils distincts regroupés en torons et réunis autour d'un axe longitudinal qu'on appelle lame, qui dans les câbles électriques est l'élément proprement conducteur, l'ensemble pouvant être comparé à une tresse. On peut à partir de là rêver et se demander ce que serait l'âme ou la partie conductrice du temps, mais si nous prenons comme exemple l'épisode d'espace-temps dans lequel se trouve pris un groupe donné, comme celui que nous formons en ce moment, on voit qu'il est constitué d'autant de fils et de filins qu'il y a de personnes présentes. Le temps ne s'écoule de la même manière pour aucune d'entre ces personnes, et il n'est par conséquent le même à aucun de ces instants. Unanime, le temps perçu ne peut pas l'être, et si l'on opérait une coupe dans le câble temps, elle serait différente à chaque instant. L'instantané photographique étant justement l'extraordinaire incision par laquelle cette différence devient visible. Le temps est en quelque sorte la somme ouverte de toutes ces vitesses et de toutes les temporalités qui les habitent. Et une de ces temporalités, une de ces vitesses, c'est précisément celle de la reprise. Et c'est cette temporalité de la reprise qui forme un des câbles, justement, gainé dans la reprise et l'éveil. Et c'est sur l'œuvre de Jean-Marc Serino. Je lis la page 10 dans laquelle tu résumes, me semble-t-il, tu reprends toi-même l'idée qui te semble conduire cette œuvre. L'idée conductrice est celle d'un sauvetage, du gigantesque fond d'archivage offshore où toutes les images du monde sont mêlées, emportées par des courants, capturées, pillées. Il s'agit d'en ramener quelques-unes au port. Le port, c'est l'atelier, et il fonctionne comme un bassin de radoub. Là, devant l'image extraite de la masse et sauvée de l'oubli, Jean-Marc Serino va se livrer à des opérations que l'on peut comparer au carénage, à cette différence près que le but n'est pas de rénover ou d'entretenir l'image, mais de lui rendre les pouvoirs que l'usage ou l'oubli lui ont enlevés. Ici, je tente cette métaphore liée à la navigation, mais celle qu'utilise plus couramment l'artiste pour caractériser son travail est celle de la reprise ou du reprisage, tel qu'il se pratiquait avant l'ère récente du jetable et de la surconsommation.
Une forme particulière de reprise avec le stoppage a déjà reçu via Marcel Duchamp ses lettres de noblesse artistique. Mais ce à quoi me fait penser l'utilisation de cette métaphore liée aux usages populaires de la culture, Jean-Marc Serino parle d'ailleurs nommément de sa grand-mère qui était repriseuse, c'est à la réparation en général, telle qu'elle est pratiquée par exemple en Russie, où quantité de petites boutiques ayant toutes à leur enseigne le mot « remonte », s'efforcent de remettre en état objets ou appareils que dans le circuit consumériste occidental, on jette désormais sans égard. D'une certaine façon, l'atelier de Jean-Marc Serino, tout proche du musée d'art et d'industrie de la vie, je le dis, très industrielle de Saint-Étienne, est comme une de ces boutiques, mais où seraient réparées avant tout des images. Il y a, et c'est même là le fondement politique de l'entreprise de Jean-Marc Serino, une obsolescence programmée des images, et c'est pour en parer les effets qu'il intervient. Alors bien sûr, hein, c'est frappant de voir le cargo Georgia arriver dans le bassin de Radoub de la reprise et l'éveil. Et j'aimerais, si tu veux bien, un instant, qu'on distingue ces livres et qu'on essaie ensuite de les rassembler, de les câbler ensemble. Alors, je commencerai, si tu veux bien, par justement Café Néon et par jour d'Amérique. Ces deux livres, donc tu l'as expliqué, tu as dit même l'étrangeté que ça avait été pour toi, hein, de les reprendre justement, hein, mais là de les reprendre au sens de les taper, hein, de les faire passer sur ton ordinateur, ces carnets. Ces deux livres, hein, ils obéissent à un ensemble de règles, une espèce de protocole que tu avais énoncé dans un livre qui est comme on pourrait dire le lancement de cette flottaison, hein, qui est Dans l'étendue, qui avait été publié aux éditions Phage, si je ne me trompe pas, en 2004, c'est ça ? 2004, oui. Et dans le livre dans lequel, où ce livre reprenait des carnets d'Amérique du Sud, tu écrivais la chose suivante. « Même lorsque les voyages sont brefs, j'ai pris pour habitude d'y tenir des carnets, comme le font beaucoup d'écrivains ou de voyageurs, mais au point toutefois que cela se mue en nécessité et quasi en réflexe. Le carnet est devenu et est resté l'outil du voyage en lieu et place de l'appareil photo. » C'était la règle énoncée positivement, hein, et cette règle, elle correspond à une deuxième règle, négative cette fois, que tu avais énoncée dans un livre tout à fait important et que tes lectrices et tes lecteurs tiennent au plus haut, qui est Tuile détachée. Dans ce texte, hein, au début, tu dis alors est-ce qu'on peut dire allergie, aversion, en tout cas ton refus du récit. Je te cite, tu évoques, hein, les tuiles détachées de ton passé, puisqu'il s'agit d'une masse de flux, de contenu non bordé, et parce qu'aussi cette masse est pleine de blancs provisoires, d'évanouissement, de confusion, notre tendance, dans le mouvement du souvenir volontaire, consiste toujours à fractionner et à sélectionner les écoulements. C'est un peu comme si nous inventions des tuyaux et des filtres pour faire venir l'eau de la citerne, une eau qui de toute façon suinte la nuit dans nos rêves et s'infiltre le jour dans nos pensées. Le récit est par excellence ce qui cherche à donner forme de cet écoulement, et nous y sommes d'autant plus accoutumés que la littérature dans l'ensemble, malgré ses efforts pour rejoindre la masse ou pour faire résonner la citerne, se contente le plus souvent de créer des variations de récits. Elle invente des linéarités là où il n'y avait rien de tel. Elle tranche dans la masse des connexions pour n'en retenir que quelques-unes. Et il me semble que ces deux règles, hein, celle qui est énoncée positivement dans l'étendue et le refus du récit que tu énonces dans Tuile détachée, hein, ce sont des règles qui sont utiles de rappeler, hein, pour lire ces deux livres de carnet sur lesquels j'aimerais bien que tu reviennes toi-même, hein, peut-être d'abord sur Café Néon, sur lequel moi j'aurais des choses à te dire, mais j'aimerais d'abord que tu dises ce qu'est ce livre pour toi aujourd'hui. D'abord, ces deux livres, ils existent en partie grâce au confinement d'une certaine manière, puisque j'ai fait ce travail de les transformer en manuscrit puis en livre pendant la période du printemps 2020.
Et c'était des voyages imaginaires où, en effet, je réutilisais des traces que j'avais laissées autrefois. Ça remonte pour Café Néon jusqu'à 1974. Bon, et pourquoi je l'ai fait? J'ai toujours eu l'impression, en travaillant comme ça, c'est-à-dire en ayant toujours avec moi des carnets et dont l'usage devient systématique lorsque je voyage, c'est devenu un réflexe, c'est-à-dire que si je voyage et que j'ai pas de carnet, si j'ai pas ou de crayon, si j'ai pas les deux outils fondamentaux, je me sens vraiment très mal à l'aise. J'ai l'impression que je voyage pas, en fait, que je le fais pas. Mais je ne voyage pas pour prendre des notes. Mais une fois que je me déplace, je prends d'ailleurs même parfois quand je prends le train en France, comme ça, hop, je note des choses qui me viennent du paysage. C'est un petit peu comme un photographe qui, comme ça, pas qui mitraille, mais qui de temps en temps attrape quelque chose. Et puis on ne calcule pas à ce moment-là. Et réellement, lorsque j'ai écrit ces carnets, je ne savais pas trop ce que j'en ferais. Je pensais sans doute, sans que ce soit obsessionnel, je pensais que peut-être ça pourrait me servir pour plus tard, pour je ne sais pas quoi. Et en fait, l'idée qui m'est venue, c'était que tel quel, ils étaient forcément le fruit d'un contact direct avec ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que j'imaginais, ce que je pensais sur le moment. Et comme tel, ils ont une espèce en fait, c'est pas un compliment que je me décerne, mais une fraîcheur comme ça. Et donc j'ai décidé à ce moment-là, en les tapant, de ne pas les modifier, de ne pas les changer. Bien sûr, on peut les considérer comme des matériaux préparatoires, mais en fait, ce sont les matériaux préparatoires de livres qui n'existeront peut-être jamais. Et je dis à un moment, je crois, que c'est dans le livre sur l'Amérique, d'ailleurs plutôt, que c'est en direction d'un poème, un poème qui n'existera peut-être pas, mais il y a pour moi peut-être quelque chose des fois de plus important, de plus véridique, je dirais, dans le travail préparatoire, dans le repérage, que dans la réalisation. Donc et en Grèce, donc c'était, il y a plusieurs voyages. Et puis à la fin, il y a deux textes un peu différents qui sont des textes qu'on m'a demandé. Un sur les fenêtres d'Athènes à partir d'un travail qu'avait fait une photographe qui a demandé à plein d'amis grecs, athéniens, de photographier ce qu'ils voyaient depuis chez eux. Donc ça donne une vision d'Athènes extraordinaire, c'est-à-dire toutes les vues d'Athènes qu'on a depuis une fenêtre. Il y en a des milliers. Et elle avait eu une très belle idée de réunir ça. Et puis l'autre texte, c'était une promenade dans deux villes qu'on me demandait de comparer d'une certaine manière, qui étaient Athènes et Téhéran. Donc là, c'est plutôt déjà des textes de souvenirs, plutôt que des textes écrits sur l'instant, mais l'ensemble compose une suite de ce que j'appelle des chemins grecs. Et donc un certain rapport, évidemment, un rapport à une contrée très particulière, et une contrée qui fonctionne pour nous occidentaux comme une espèce d'origine absolue. Mais en fait, c'est bien la Grèce d'aujourd'hui, avec son côté magnifique et désemparé aussi, que j'ai abordé. Ce n'est pas du tout une réflexion sur la Grèce antique, quand bien même celle-ci m'aurait beaucoup influencé et imprégné. L'aspect anecdotique, tu écris ça au tout début dans le texte préliminaire, de la notation y est foisonnant, peut-être est-il excessif, je ne le pense pas. Dès lors que le parti est pris d'accorder à cette forme d'attention à l'immédiat que requiert la tenue d'un journal toute la vitesse de croquis dont elle est capable, on doit accepter son schématisme et même sa désinvolture. Le moyen de repousser la sensation de vanité qui ne manque pas de venir lorsqu'on se relit est fourni amicalement par Kafka, qui écrivait dans son journal à la date du 5 septembre 1923 « Il est impardonnable de voyager et même de vivre sans prendre de notes ». Je ne pense pas qu'il soit trop cavalier de s'abriter derrière pareil exemple. Au contraire, il s'agirait plutôt ici de l'exemplarité d'une voie à suivre et qui étincelle au loin. Oui, c'est toujours délicat de citer Kafka. Il y en a qui s'en privent pas, qui le font avec une désinvolture et une grossièreté, même parfois très grande. Mais là, je ne pensais pas m'abriter derrière ça, mais ça m'avait fait très plaisir. Enfin, je la connais depuis longtemps, cette phrase.
de voir qu'il y avait que cette inévitabilité de la notation était pour lui à l'œuvre constamment. Et justement, elle intervient chez un écrivain dont on sait que le rapport qu'il avait à sa propre écriture, à sa propre œuvre, était plus que problématique, puisqu'il avait demandé qu'on la détruise. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il avait pensé aussi au carnet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pensait pas du tout au carnet comme à quelque chose qui faisait partie de l'œuvre ou allait vers l'œuvre. Et cette hors d'œuvre des carnets, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est-à-dire que l'idée, c'est certainement pas d'édifier des temples avec des gros piliers, quoi, mais plutôt d'aller de cabane en cabane et de voir que c'est peut-être ainsi que le monde est le plus habitable. Oui, alors ce Café Néon et autres îles, il est tout à fait exemplaire de ta façon de saisir, hein, je reprends le titre des aventures galloises, puisqu'on y trouve à la fois des lieux absolument, des lieux de la banalité, des cafés, des balades sur le port, des ampoules mal vissées qui sont sur les guirlandes dans les rues grecques, des animaux qui passent, des touristes qui t'attirent et qui t'insupportent, un sourire, un cargo qui s'éloigne, mais aussi des fragments de cette Grèce antique qui est là et qui fait partie de ce quotidien, hein, à la même mesure, hein, que ces lucioles modernes que sont ces ampoules suspendues. Et ce livre, et je dois dire tout à fait, permets-moi de le dire, bouleversant, parce que on y sent un homme jeune, hyper précis, hein, hyper attentif, et traversé par toutes sortes de temporalités. Et le fait de reprendre aujourd'hui ces temporalités, avec parfois presque 40 ans de distance, en tout cas 30, hein, donne une nostalgie qui n'est pas celle de l'Amérique, je dirais un moment. Je voudrais, si tu me permets, et même si tu ne me permets pas, citer deux petits passages qui disent ce rapport au temps, mais si j'ose dire, un rapport au temps qui n'est pas du tout celui du bailli a posteriori, hein, du bailli d'aujourd'hui qui regarde le bailli de l'époque, mais le bailli de l'époque. Tu écris toujours dans ce premier journal, tu parles tu viens de faire un voyage en bus, et tu dis, à propos de ces gens qui se lèvent et qui sont aimables entre eux, tu dis, tant de passé et d'avenir dans cette politesse que le présent en sursaute. Hein, un sursaut du présent dû aux mœurs. Et puis le dimanche 7 juin, tu viens de voir un nouveau cargo, le Délos, hein, et tu écris « Il me semble avoir traversé ces derniers jours en somnambule. Partir ne me fait pas plaisir, mais prendre le bateau, oui. L'immobilité dans la lumière comme une joie, parce qu'elle contient tout dans ses limites, jusqu'à l'horizon. Tout passe, les ans, les êtres, mais le temps seul demeure. Les contenus du temps se déroulent dans le temps qui les contient, illimité, immobile. Et le sens de certains lieux comme cette île et de la solitude est de s'ouvrir à cette dimension immobile et sans pesanteur qui est une tombe et qui tient la vie, l'accueillant et l'abandonnant, telle une résistance légère et peut-être importune. » Et donc là, on voit le temps venir, hein, pas simplement revenir, mais venir. Oui, et aussi il y a un autre aspect du temps, c'est donc justement quand même, on y pense quand même tout le temps à la Grèce antique, à la Grèce moderne. Et justement, là, ça me permet d'expliciter le titre. Café Néon, c'était un café néon. C'était un café qui existait à Athènes et qui, en plein milieu, en plein centre de la ville, donc de la capitale de la Grèce, avait recueilli, au fond, la forme café des petits cafés de la campagne ou des îles.
c'est-à-dire des cafés où, bon, déjà c'est déjà presque l'Orient, surtout fréquenté par des hommes qui jouent, pas au domino, mais au tavli, enfin, une espèce de backgammon paysan comme ça. Puis on entend le bruit des tuiles, et puis il y a des ventilateurs suspendus à des plafonds assez hauts, et une espèce une couleur bleutée qu'on retrouve d'ailleurs plus loin, justement en Iran. Et une atmosphère vraiment formidable. Et puis on n'y boit guère que du café ou du retsina, presque rien d'autre. Et même la forme des tasses, la forme des verres, tout était spécifique. Et disons, c'était un endroit qui avait une force extrêmement grande. Et dans la Grèce d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Grèce qui a été condamnée à devenir européenne d'une certaine manière, ça a eu pour effet que ce café a été transformé en une espèce de lieu neutre pour touristes, totalement imbécile et sans aucun attrait. Et en même temps, donc il a été détruit, mais lorsque on avait travaillé, le peintre Gilles Ayot et moi, a aidé Klaus Michael Gruber à faire un spectacle à Milan à partir de la pensée des présocratiques, spontanément, parce que Gilles Ayot connaissait bien Athènes aussi. On avait pensé à ce café Néon et le lieu où se tenait le chœur de ce spectacle sur les présocratiques, le chœur à l'antique d'une certaine manière. En fait, c'était des retraités, des chanteurs retraités d'une maison de vieillards qui avait été à l'origine financée par Verdi. Et donc ces vieux chanteurs faisaient un chœur comme ça, qui ne chantaient pas évidemment, mais qui étaient là, et ils étaient là, assis à des petites tables de café grec qui étaient vraiment imitées de celles du café Néon. Donc voilà, donc il y avait une reprise là, on peut dire. Oui, le motif d'ailleurs de la reprise et du câblage des temps, hein, et de temps fait de plusieurs temporalités. Alors en plus, là c'est assez vertigineux parce qu'il y a le temps de la reprise de tes propres textes en plus, n'exclut pas, tu as bien fait je trouve de mettre en garde les lectrices et lecteurs pour dire c'est pas un livre sur la Grèce antique, hein, évidemment il n'y a rien du chant de l'origine, il n'y a rien d'heideggerien dans tout ça, hein, c'est pas du tout ça, mais ça ne t'empêche pas d'être sensible quand tu voyages en Grèce, et là je vais en donner un petit exemple à Dodone, au fait que ce passé, le passé du miracle, ce qu'on a pu appeler le miracle grec, à la fois l'architecture et la littérature, hein, eh bien ce temps-là, il est là aussi. Il est là d'une certaine manière, et tu lui donnes une consistance d'une grande beauté. Alors tu as Dodone là. Il a beau être petit, le chêne, c'est sous lui qu'on se couche dans les trèfles pour écouter. Il ne dit rien, il parle le langage des feuilles agitées par le vent, mais c'est justement cela qui n'est pas rien. Le souvenir de l'oracle, le vague savoir que l'on en a, les vestiges, tout se tient entièrement immobile. Des papillons volent dans le théâtre au rang de pierres grises, accouchés en parfait hémicycle devant la skénée qu'est le paysage. C'est le paysage qui constitue le drame où le vent joue l'acteur avec brio. On dit qu'autrefois, ici, les prêtres se couchaient à même le sol pour que leurs rêves viennent de plus loin. On dit aussi qu'ils ne se lavaient pas les pieds. Faudrait-il donc venir ici, de loin, les pieds nus, pour qu'ils ne puissent ni ne doivent s'agir de pèlerinage? Non. Ce qui est beau, c'est que la rumeur païenne désavoue aujourd'hui la piété. Dans les montagnes où sont nombreuses encore les bêtes sauvages, la matière du sacrifice est là, vacante, pour un sacrifice qui n'aura plus lieu. Le lien qui a été perdu est partout présent, ici dans les arbres, là-bas dans les rochers des îles. L'apparence contient le souvenir de tout ce qui a pu apparaître avec elle. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, mais ça me rappelle, parce que plus tard, j'ai écrit un texte sur la mort du Grand Pan. En fait, c'est pratiquement dans le même coin. Et donc, parce que Dodone, c'est tout près c'est sous l'Albanie, en fait. Et c'est vraiment la Grèce des confins
qui était vécue par les Grecs de l'Antiquité comme étant celle-là, celle d'un lointain, où que le monde commençait à devenir très étrange, à perdre ses contours connus, ses repères établis. Et ce trembler des confins, c'est quelque chose qui est fondamental dans la constitution même de l'idée d'un centre à partir duquel on peut parler. Et c'était important pour moi d'aller à Dodone à cause de cela. Il y a aussi l'idée évidemment de l'oracle. Et c'est impressionnant d'être dans des endroits qui ont été ceux d'une croyance, on peut dire, ou d'une présence de l'oraculaire. Et il ne reste rien, mais ce silence en même temps, évidemment qu'on ne peut pas le détacher d'une plénitude du sens à laquelle qu'on ne peut pas refermer et à laquelle on a un accès furtif, en fait. Mais c'est des moments importants, oui. Et il y a beaucoup d'endroits en Grèce comme ça. Enfin, je ne les ai pas systématiquement repérés, mais c'est des lieux. Il y a beaucoup de lieux comme ça. Et ce qui est beau, c'est que c'est d'autant plus beau qu'ils ne sont pas encadrés ou lorsqu'ils ne sont pas encadrés. Par exemple, à Épidore, qui a été restauré de manière hollywoodienne, on n'éprouve absolument rien de cette nature. Mais je me souviens d'un petit, dont je parle d'ailleurs, un espèce de petit théâtre envahi par les herbes, fréquenté exclusivement par des lézards, des grands lézards, à Sicyone, et près de Corinthe. Et là, justement, on a brusquement toute cette rumeur, toute cette montée d'aromates dans laquelle s'est inventée la pensée des anciens. Dans Café Néon et autres îles, donc on l'a compris, un câblage de plusieurs temporalités qui crée aussi le lien avec voir le temps venir. Et donc il y a le temps de l'expérience, de la circonstance, il y a le temps de la note, il y a le temps de la superposition de la culture et de la vie, il y a le temps de la reprise. Et alors c'est pour ça qu'il y a un petit épisode sur lequel je voudrais qu'on achève ce parcours trop rapide. C'est l'épisode de l'antiquaire où tu achètes un bibelot qui a une espèce de valeur baudelairienne en fait, parce que tu veux bien parler de cet épisode ? Oui, je veux bien, oui. Je fréquente pas habituellement les antiquaires, mais c'est bon, là je suis obligé de raconter un peu. C'est dans la ville d'Hermopolis, qui est dans l'île de Syros, qui a été brièvement au XIXe siècle la capitale de la Grèce, quand Athènes était encore occupée par les Turcs. Donc c'est une ville qui a un peu une fonction comme ça, une petite ville de province qui a eu un passé et puis qui ne l'a plus. Et donc il y a un côté comme ça, un peu palatial, mais écroulé, fatigué, brûlé par le soleil, comme ça. Et en me promenant là, dans cette ville, où je suis allé plusieurs fois et dont je garde un grand souvenir, j'ai avisé une énorme boutique d'antiquaires, mais qui avait plutôt l'air d'une espèce d'entrepôt. Et je me suis rendu compte que tous les objets, en fait, de la bourgeoisie des grecs qui avaient été associés à un pouvoir quasi un peu fantoche, comme ça, on avait l'impression qu'ils s'étaient tous déposés dans cette boutique. Des portraits, des vases, des meubles, enfin tout l'apparat sans grande originalité au demeurant. Mais parmi tous ces objets, il y avait une sorte de, je ne sais pas le nommer d'ailleurs, c'est un petit bracelet en fait qu'on mettait à la main pour les dames. Et dans ce bracelet, à l'intérieur de plusieurs pompons, il y avait caché un tout petit bâton de rouge à lèvres, un tout petit flacon de parfum et un minuscule miroir caché dans les pompons. Puis on mettait ça à la main et ça devait permettre de faire des effets de manche, mais aussi d'être un objet vaguement utile pour se repoudrer. C'est chose dont je n'ai pas une énorme expérience, je dois dire. Mais cet objet, ce qui m'a le plus étonné, c'est que il avait quand même, c'est un objet, je pense, de 1920-1930, assez art déco comme ça. Et le petit flacon de parfum, vide évidemment, il y avait toujours l'odeur. Et le petit bâton de rouge à lèvres, il y avait toujours une petite pointe de cette matière grasse du rouge qui sentait toujours la chose.
Et brusquement, c'était c'est mon rapport au roman. J'ai dit, il n'y a pas besoin de l'écrire. Le roman, il est là entièrement dans l'objet, c'est-à-dire une soirée un peu mondaine dans cette ville d'Hermopolis, un exil total, un point du monde comme ça qui se rêve comme capitale alors qu'il n'est que... Voilà. Et puis un bras de femme, enfin tout ça. Tout était là dans ce petit objet. Je l'ai payé assez cher. Je me souviens qu'il m'avait coûté pratiquement le prix d'une semaine de séjour. Il faut dire que les séjours étaient très peu chers à l'époque. Dans l'île où j'allais, on payait presque rien pour avoir un studio. Avec une petite terrasse, mais cet objet m'avait enthousiasmé, je l'ai toujours d'ailleurs, mais disons, bah oui, c'est comme, voilà. Et je signale que j'en parle sans évoquer la Madeleine de Proust, qui est quasiment héroïque de nos jours. Alors, si tu permets, on va passer à Jour d'Amérique, et donc le premier voyage qui est rapporté, le premier carnet de Café Néon, il est de 74, et la chronologie de Jour d'Amérique, ça part un peu en décalé, puisque c'est 78. Et alors là, c'est une autre expérience. C'est aussi un autre rapport au temps, me semble-t-il, hein, qui est déployé dans Jour d'Amérique, qui est fait d'autres vitesses, en fait, hein, d'autres accélérations, d'autres socialités aussi. Et c'est un texte, hein, qui attire, hein, avec une espèce de rythme, hein, très différent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'évocations de musique, de concerts auxquels tu vas. Tu veux bien raconter un peu ces Jours d'Amérique, ou en tout cas oui. Là, c'est 78-2011. Oui. Je suis allé là-bas. Des amis m'ont poussé à y aller, plus exactement. J'en rêvais pas énormément, mais dit vas-y quand même, il faut, etc. Et une des raisons pour lesquelles j'hésitais, il faut restituer les années dans lesquelles on était, c'était peu après la fin de la guerre du Vietnam quand même. Et moi, mon expérience politique, ça a été, elle est née de l'opposition à l'impérialisme américain, à la guerre du Vietnam, etc. Et c'est vrai que l'idée, par exemple, en 68, 70, 71, au moment où les Américains bombardaient, au moment du napalm, etc., l'idée d'aller en Amérique, c'était impensable d'une certaine manière. En même temps, les États-Unis, évidemment, culturellement, avaient déjà et toujours cette puissance d'émission comme ça, avec la production du mythe, des mythes tels qu'ils sont véhiculés, notamment par le cinéma, etc., avec une force, etc., qu'il serait complètement idiot ou vain de dénigrer. Enfin, c'est une force. Ce sont des forces. Et aller là-bas, c'était... Voilà. Et ça n'a pas raté, puisque c'était surtout New York qui m'attirait, et ça n'a pas raté. J'ai trouvé cette ville, comme tout le monde d'ailleurs, je crois, extraordinaire. Et c'est vrai que c'est la ville, sans doute, qui est la capitale d'un certain capitalisme qui n'est plus exactement celui d'aujourd'hui. La capitale d'un capitalisme encore industriel, disons, dont le building, comme ça, serait évidemment la forme symbolique par excellence. Mais ce qui m'a le plus intéressé à New York, c'était pas l'architecture, c'était pas les tours, c'était justement la rue, enfin l'ambiance de la rue, etc. Et je me suis mis à marcher dans cette ville de façon quasiment éperdue. Et j'y suis revenu à maintes reprises, comme on disait autrefois, avec, bon, il fallait bien vivre, donc à chaque fois avec des arguments, un jour une traduction, un jour tel travail, etc. Des fois presque rien. Enfin, c'était assez acrobatique, les constructions matérielles de ces voyages, mais l'un dans l'autre, c'était pour moi la découverte d'un territoire complètement autre. Et je me souviens dans un texte justement récent, qui est une conférence que j'avais fait sur un film de Jarmusch et le poème de Carlos Williams, c'est ça? Non, Patterson. Oui, j'ai fait une conférence, excusez-moi, et je citais dans cette conférence un texte étonnant de Goethe,
qui disait, lui, le représentant de la vieille Europe par excellence, il rêvait à l'Amérique en disant mais quelle chance ils n'ont pas tous ces vieux châteaux, ils n'ont pas ces bourgs, ils n'ont pas ces sabbats de sorcières, etc. Ils sont dans un monde neuf, etc. Il y a cet aspect aux États-Unis, même si aujourd'hui les États-Unis ne sont pas un vieux pays, mais enfin c'est un vieux jeune pays ou un jeune vieux pays, mais quand même il y a forcément cet aspect, le nouveau monde. Et avec aussi cette différence qui est assez peu signalée par les voyageurs d'ailleurs, et souvent par les gens qui réfléchissent sur les États-Unis, ils gomment toujours le fait amérindien. C'est-à-dire ils oublient qu'il y a eu que les États-Unis aujourd'hui, si exaltants qu'ils puissent être parfois, en même temps ils reposent quand même sur un génocide, un effacement, l'effacement de peuples et de modes de vie, de formes de vie qui était la véritable Amérique d'une certaine façon. Donc enfin tout ça fait un mélange qui fait que évidemment par rapport à la Grèce qui propose quelque chose qui est alangui, qui somnole, je le dis en bonne part, c'est pas du tout une critique, qui somnole d'une certaine manière par rapport à un passé lointain et qui n'arrive pas à devenir un pays véritablement moderne, et ça continue de nos jours d'ailleurs, et avec la grâce que ça peut comporter cette maladresse d'une certaine façon, à l'opposé aux États-Unis, dans un pays qui s'est voulu et qui est devenu l'image même d'une certaine modernité technique, le capitalisme et tout ça. Et forcément que le rythme le rythme que doit suivre celui qui se promène dans ce pays-là, que ce soit à New York ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que New York, il est forcément beaucoup plus saccadé, beaucoup plus heurté, beaucoup plus rock'n'roll, si on peut dire. Il y a un côté rock'n'roll et l'autre, il y a un côté rebettico, bien sûr. Et ça imprègne évidemment l'écriture. Et ce qui est marrant, c'est que les textes, ils sont pratiquement contemporains. 78, 79, 80, ça fait la moitié des 2 livres à peu près. Et la personne, enfin j'imagine, je l'ai connue, puisque c'était moi, vaguement, c'est le même. Mais il est obligé pour être vivant, il est obligé de réagir à ce qui se propose devant lui comme interrogation, comme pulsation du sens. Et donc il faut y répondre. Et il y a une brusquerie, d'une certaine manière, dans le livre américain qui n'est pas dans l'autre. Et puis une autre chose aussi, le livre américain, en fait, se développe quand même sur 33 ans. Et donc, en 33 ans, c'est normal, on vieillit. Donc, la première fois, je devais avoir 30 ans. À la fin, j'avais plus de 60. Et forcément, on sent ce passage un petit peu dans le livre américain du temps. Aussi, les raisons de voyage changent. Je vais à des colloques, des choses comme ça. Peu recommandable, mais bon, j'y vais. Et puis dans le livre grec, pas du tout. Voilà. Même s'il m'est arrivé d'aller à... C'est drôle d'ailleurs, il y a dans les 2 livres, il y a à Athènes et à New York, il y a 2 colloques sur l'œuvre de mon ami Philippe Lacoue-Labarthe. Voilà. Et du coup, dans le livre américain, tu reviens souvent sur la comparaison qui te vient pendant même que tu écris les carnets, hein, c'est pas a posteriori, je précise, hein, sur des comparaisons entre le film, la photo et l'écriture, hein, et comme urgence de la saisie. Hein, je cite ce passage que je trouve très beau. Ne pas parvenir à expliquer une contradiction, le poème d'une ville dirait donc tout en une seule fois, et sa connaissance serait le déploiement et la multiplication de ce regard. Le chien d'arrêt, l'esprit, reprend sa course avec la mémoire de tous les arrêts précédents. Un seul film. Je constate pourtant qu'il est plus facile de remonter au sommet de la tour, parler de New York en général, introduire du raffinement dans ses généralités, que de saisir l'intensité d'une seule fraction de temps sur l'espace, qui est un peu le pari général de l'étendue, hein, de ces tentatives. La photographie n'étant peut-être que le simulacre de cette tension, les grands photographes sont parvenus à détruire ce simulacre, à défaire le vide d'un rapt inconséquent. Oui, d'ailleurs, et depuis, d'ailleurs, je suis devenu beaucoup plus sensible à la photographie, quoi. Et ce que je regrette, je le dis, je m'intéressais peut-être pas encore assez à des gens. Pour moi, le plus grand artiste américain, c'est Walker Evans,
je crois. Plus grand romancier, je dirais, de l'Amérique, c'est Walker Evans, maintenant. Oui, parce que là, à l'époque, tu cites le texte de Walter Benjamin, que tu as commenté ailleurs aussi. Hein. Trouver des mots pour ce qu'on a devant les yeux, comme cela peut être difficile, mais lorsqu'ils viennent, ils frappent le réel à petits coups de marteau, jusqu'à ce qu'ils aient gravé l'image sur lui comme sur un plateau de cuivre. Et tu commentes, les mots de l'écriture sont la voix de l'intuition, de la saisie de l'instant, court avant sa perte. En photographie, il doit être rare. Donc à l'époque, tu refuses à la photographie le privilège. Enfin, en tout cas, tu le penses moins comme tu l'as pensé dans l'imagement ou dans l'instant et son ombre. Tout le réel frappant les petits marteaux pour que ceux-ci frappent en retour, forme sonate dans la chambre noire. Ouais. Dans le livre américain, dans Jour d'Amérique, hein, d'ailleurs, tu évoques ton anniversaire, hein, puisque tu dis 31 ans, avec un point d'exclamation. Tu offres souvent hein, des listes, alors c'est peut-être un peu exagéré, mais des noms propres, hein, de rues, de lieux, hein, qui sont là, un peu comme dans un poème d'ailleurs, hein, c'est-à-dire sans une syntaxe particulière, avec la recherche de certains effets, ce qui n'est pas dans le livre grec, justement. Hein, il n'y a pas cet effet-là. Il y a aussi le fait brut de la langue anglaise dans sa version américaine. Donc, avec justement tout ce qui est véhiculé par le mythe du cinéma, ou le cinéma comme mythe, et puis avec voilà, des phrases qu'on retient comme ça, et c'est vrai qu'on est imprégné de ça. Mais justement, cette langue-là, je l'opposerais au franglais, ou comme on dit, au globish d'un certain anglais comme ça, aujourd'hui, où on remplace une bibliothèque par un learning center, tous ces mots abjects, etc., qui sont des mots d'une ignorance militante, ou d'une militance pour le déploiement de l'ignorance. Ça n'a rien à voir justement avec le son de la langue tel qu'il est balancé aussi par le blues, etc. Et donc c'est normal, puisque ces carnets sont comment on pourrait dire, des repérages en vue d'un poème. C'est normal aussi qu'ils fassent entrer la langue américaine comme telle dans sa sonorité. Et le plus simple, évidemment, c'était aussi de noter les noms des lieux, quoi. Hein, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, un monsieur que je connais, il habite Riverside Drive, et hop, c'est exactement c'est tout le nom du lieu, Riverside Drive. C'est déjà presque le début d'un film, enfin. Voilà, donc il y a chaque langue a ça, mais en Amérique, ça va tout de suite en direction du cinéma, voilà, ça imprègne comme ça. Voilà. New York, New Haven, Hartford, New Rochelle, Rye, Stanford, Southport, Bridgeport, New Haven. Bras d'eau et petites maisons, la ville étalée dans les bois, entrepôts, usines flambant neuves ou ruinées. Je dirais même que en fait, la syntaxe de ce carnet, elle est différente. Oui, sûrement, elle est beaucoup plus heurtée, oui. Enfin, heurtée, sténographique. Alors, avant de quitter avec un peu de regret ce livre américain, je voudrais citer justement une phrase qui résonne avec un propos que tu as tenu il y a 5 minutes, en disant que c'était des éléments, à la fois les noms propres, mais aussi cette sténographie des lieux, ces images que tu retiens, hein, pour un poème. Et tu dis, en parlant des carnets, c'est du moins ce que je crois, et cela a partie liée avec la question bien épineuse de la fabrique du poème. C'est vers le poème que, selon moi, tout doit tendre, mais il est des formes de tension diverses, et la notation, avec ses vitesses et aussi ses oublis, est l'une d'entre elles. Et je t'avouerai, on ne peut pas le faire ici, et puis il ne faut pas abuser du temps de nos amis, que dans cette phrase, j'aurais envie de tout commenter avec toi. Il y a des formes de tension diverses, et la notation avec ses vitesses et aussi ses oublis est l'une d'entre elles. Et aussi, donc, cette réflexion-là, elle part aussi d'une distinction qu'avait fait
un auteur que je cite peu, qui est Roland Barthes. Je crois même que j'ai déjà parlé de cette question ici même à la Maison de la Poésie. C'est que dans les derniers cours du collège, il dit qu'il s'est trompé quand il a cru identifier une pulsion d'écriture comme telle. Et qu'en fait, cette pulsion, elle est complètement différente selon qu'on a une pulsion vers le roman ou une pulsion vers le poème. Et que ça se déclenche très tôt. Et en fait, lui, qui n'a écrit ni roman ni poème, en fait, il se décrit comme étant habité par la pulsion du roman. Et moi, ça m'a beaucoup servi, ça, parce que j'ai pas compris à ce moment-là, mais ça me confirmait dans le fait qu'en tout cas, moi, ce qui m'anime, et là, depuis l'âge le plus jeune, depuis que j'ai commencé à écrire, c'est la pulsion poème. C'est-à-dire que tout doit en effet aboutir, tendre au poème et comme forme, et que donc tout ce que je fabrique, surtout des essais, mais aussi, et justement, toutes ces notations, c'est comme un ébruitement, un repérage, un entraînement du poème, ou comme ces moments, moi, que je trouve très beaux musicalement, j'aime pas énormément la musique symphonique, en fait, pratiquement le moment que je préfère, c'est quand ils accordent avant. Ça, voilà. Il y a une espèce de beauté aléatoire du sonore à ce moment-là qui est tout à fait frappante. Et disons qu'un petit peu les carnets, ce serait comme ça, quoi. Oui, des formes et des promesses de formes. Et dans ces deux livres, avant d'en venir à La reprise et l'éveil, les poètes ne sont pas absents d'ailleurs, comme compagnons de route. Hein, ils sont souvent là. Dans le Café Néon et autres îles, tu discutes avec Pindar, tu discutes avec Hölderlin. Mon ami Pindar. Ton ami Pindar. Et dans le livre américain, dans Jour d'Amérique, tu es assez en colère contre certaines formes de poésie que tu appelles nationaliste. Hein, tu as un mouvement d'humeur contre des poètes, comme que tu dis parfois des poètes avec un grand P. Mais il y a un poète qu'on est très ému de trouver. C'est à New York, en avril-mai 1980. C'est Ungaretti. Ungaretti est là, et c'est amusant parce que Ungaretti à New York, hein, c'est saisissant, et tu commentes la poésie d'Ungaretti, et tu commentes ton rapport à cette poésie, et je ne peux pas m'empêcher de rappeler l'importance qu'a pour toi Pavese, et notamment Lavorare stanca. Et donc j'étais ému, je dois te dire, de trouver Ungaretti dans ce journal américain. Ben oui, on se promène, c'est un peu comme le passage que tu as évoqué, où en Grèce, je dis, finalement, devant ce café, là, devant cette petite boutique, on pense à la Russie, à Tchekhov, etc. Et ce qui est très beau aussi, c'est c'est toute une réflexion sur la fameuse identité, c'est que pour que quelque chose soit pleinement soi-même, il faut qu'il soit libre de s'en aller, et libre de s'en aller vers une destination pratiquement ouverte, en tout cas ouverte et un peu inconnue. Donc dans le cas de ce petit coin de Grèce, c'était un devenir oriental, enfin, et russe. Et puis c'est vrai qu'on peut se promener dans New York et puis brusquement avoir le souvenir d'un magnifique poème turinois de Pavese, etc. Et à ce moment-là, il y a une espèce de cœur distendu des langues qui se met à parler dans la tête, qui en tout cas est pour moi fondamental, et qui aussi, je le dis, s'oppose à, disons, tout ce qui est la tradition qui se cantonne dans les effets et les effets de manche d'une seule langue. Voilà. En l'occurrence, pour moi, c'est le français. Je suis toujours très, très choqué d'entendre quantité d'écrivains comme ça avoir des références quand même franco-françaises. Toujours les mêmes. Évidemment, ce sont de grands écrivains, mais quand même, voyagez un peu, s'il vous plaît. Et donc, en 78, tu écris, en parfaite conformité avec ce que tu viens de dire, je te signale, Faiblesse des poésies nationales, ancrée dans une tradition ou dans des complicités, private jokes du courant néo-mallarméen en France ou du pseudo-beat aux États-Unis, confrères en plaquettes, dealers du sens. À l'opposé, l'universel dans le détail du prélèvement, enquête sur les ruines encore jeunes du monde frémissant, immobile, intuition des zones colorées, des trompes d'air en surface,
gorgé de souvenirs et basculant dans le présent, dans sa disparition précoce. Évaluer la brillance des bouteilles dans le miroir, le tableau de Manet 1000 fois mis en scène par la nuit, paysage de Walter Benjamin, de Baudelaire, etc. J'évaluais beaucoup les brillances des bouteilles dans les miroirs à l'époque, oui. Et raconter des histoires de chauffeurs de taxi, tu dis. Alors là, justement, on a évoqué ton travail de reprise, et il est peut-être temps de se tourner vers l'œuvre de Jean-Marc Serino, La reprise et l'éveil. Et c'est sur l'œuvre de Jean-Marc Serino dont on voit dans notre dos une image. Oui, oui. L'image qui est derrière nous, là, c'est une peinture sur verre. Hein. Il s'agit, alors là, si je n'ai pas mes lunettes, faut que je mette mes lunettes. Le titre de l'œuvre, c'est Centrale EDF des Bréviaires, 2018, huile sur verre. Donc Jean-Marc Serino, aujourd'hui, parce qu'il a des fois travaillé un peu autrement autrefois, mais il travaille toujours à partir d'une archive, la plupart du temps photographique, de documents donc, et qu'il reprend en les transcrivant, donc en les peignant sur verre. Et il y a toute une série de procédés qui font légèrement glisser l'image d'origine vers un devenir qui en restitue le sens. Donc son travail, ça peut être de prendre, par exemple, comme il l'a fait, une œuvre très connue. Il y a par exemple le Pierrot de Watteau, celui qu'on appelait le Gilles autrefois, où il l'a reproduit quasiment grandeur nature en l'isolant et en le mettant en négatif. Et il y avait tout un moment, c'est une image absolument saisissante, ou disons une image tellement connue de l'histoire de l'art, si connue qu'on ne la voit plus, brusquement, elle prend un aspect spectral qui en restitue toute l'étrangeté. Et cette restitution de l'étrangeté spectrale du photographique, elle a lieu par la peinture. Et tel est son travail, et un travail évidemment extrêmement patient auquel il se livre dans son atelier de Saint-Étienne. Et c'est un artiste, je le dis, qui n'est pas très connu, qui n'est pas évidemment assez connu, mais qui ne l'est pas très connu. Et pour moi, c'est absolument pas un problème, et c'était même pas le mouvement de ce livre. C'est absolument pas faire connaître un artiste, etc. C'est simplement que je trouve sa réflexion sur l'image fondamentale. Dans une époque, justement, où on nous abreuve à la fois d'images et de discours contre l'image. D'ailleurs, ça vient souvent, c'est les mêmes qui les tiennent, qu'on serait sous un tsunami d'images qui effacerait toute authenticité, etc., etc., et qu'il faudrait aller dans d'autres directions. Du coup, on reste avec ces images sur les bras et on ne sait plus quoi en faire. Or, moi, j'ai toujours défendu qu'il y avait dans la peinture, par rapport aux aventures du formalisme, de l'abstraction, qui sont avec lesquelles je n'ai aucune inimitié, eh bien en même temps il était important, il était fondamental que quelque chose des images du monde soit renvoyé par la peinture, que la peinture voit ce monde d'images qui a été le sien et qu'elle n'a pas de légitimité à abandonner. Et j'évoque d'ailleurs dans le livre sur Serino, j'évoque une conversation avec un ami autrefois où il faisait l'éloge de la peinture abstraite américaine. Et il s'en prenait violemment à Warhol. Mais j'ai dit, oui, d'accord, mais si tu enlèves Warhol de l'existence même de la peinture américaine, tu perds quelque chose d'un contact de l'Amérique à elle-même, et que si pénible que puissent être certains aspects du parcours de Warhol, aussi ambigu, gênant, enfin je ne sais pas. En même temps, on ne peut pas enlever le fait qu'il a été, d'une certaine manière, un point de conscience de l'Amérique à elle-même. Et pas seulement avec les quelques tableaux politiques qu'il a fait, mais même avec les plus liés au monde de la marchandise, justement, etc. Et donc, et ce que fait Serino, ce qui n'est pas du tout sur une ligne politique warholienne ou néo-warholienne, c'est au contraire aussi d'utiliser des documents qui sont pas seulement des peintures célèbres, mais c'est aussi des documents qui sont écartés, mis de côté, abandonnés, et notamment ceux d'une mémoire industrielle et ceux d'une mémoire ouvrière, qui est certainement liée
lié aussi au fait qu'il est stéphanois, enfin qu'il habite là-bas dans cette ville, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et là, sur place, dans son atelier, eh bien, il fait revenir des fantômes. Mais ces fantômes, ça peut être une grève qui a eu lieu en Angleterre en 1900. Ça peut être justement, là, il n'y a pas d'allusion à la classe ouvrière directement, mais c'est un lieu industriel avec ce que ça veut dire. Les bréviaires, c'est-à-dire une centrale électrique de haute montagne liée à un barrage dont la construction avait défrayé la chronique dans les années 50, etc. Et puis, donc là aussi, moi, ce qui me passionne toujours, c'est grâce au travail qu'il fait par rapport à l'image d'origine, un décalage qui permet qu'on reste interloqué devant la vue qu'il propose. Et que justement, là, il y a aussi un travail sur la neige, sur ce que c'est que la neige. Il parle lui-même d'une électricité de la neige, etc. Là, c'est le cas dans ce tableau, mais il a aussi fait beaucoup de tableaux qui ont une résonance politique directe, avec des tableaux qui représentent des ruines, des naufrages, des manifestations en train d'être réprimées, etc. etc. Et voilà. Et puis pour évoquer sa peinture aussi, il y a justement, et c'est là que ça devient intéressant, qu'on voit que c'est complètement idiot d'opposer la figuration à l'abstraction comme ça, selon des discours qui sont nostalgiques et creux dans les deux cas. Et justement, dans son œuvre, il y a tout un hommage à Malevich, qui est quand même pas connu comme un peintre figuratif notoire. Et il y a un tableau que je trouve extraordinaire, qui part d'un document qui est un document unique. Il s'agit de la photographie qui a montré l'exposition de 010 qui a eu lieu à Petrograd en 1915. Soit dit en passant, ça veut dire aussi l'origine de l'abstraction la plus dure, la plus pure, la plus forte. Ça a plus d'un siècle désormais. C'est-à-dire que pour Malevich, ce qui avait lieu il y a un siècle, c'était à Waterloo. Donc nous, c'est loin d'une certaine manière. Et ce loin continue d'être proche parce qu'il y a une insistance de la modernité à elle-même qui est assez phénoménale. Mais justement, en même temps, c'est devenu un discours des écoles. On ne regarde plus. Et il a eu l'idée par rapport à ce document exceptionnel, parce que c'est la seule vue de l'exposition en question qui existe, où on voit tout le travail de Malevich avec le fameux carré noir sur fond blanc qui est posé en angle dans un coin. Eh bien, il a eu l'idée de le reprendre sur verre, mais en négatif. En négatif. Et là, il y a quelque chose et brusquement, cette chose qu'on croit connaître par cœur redevient, comme je le disais tout à l'heure, totalement spectrale. Et qu'on a, disons, le fond imaginaire de toute figuration possible qui revient dans la représentation d'une salle d'exposition du plus grand manifeste d'abstraction qui ait jamais eu lieu. Enfin, donc la tourmente la tourmente formée par toutes les interprétations et toutes les pensées qu'on peut avoir à partir de ces reprises de Jean-Marc Serino, c'est assez formidable, avec aussi des images qui sont des images plus brutales, plus brutes peut-être, comme celles qui reprennent des documents qui représentent des choses directement liées au drame de l'histoire, qu'il s'agisse par exemple de Roms qu'on voit embarqués dans des wagons au moment de leur déportation, ou qu'il s'agisse par exemple d'un pâture qui représente Mussolini et Clara Petacci au moment suspendu par les pieds, là, au moment où ils ont été, on peut pas dire à ça, enfin où ils ont été, oui, ils ont été éliminer, exécuter, disons, et rendre cette image, qui est une image qui traîne dans les livres d'histoire qu'on a vu, revu, etc., il la recadre et il la renverse. Et en la recadrant et la renversant, il obtient qu'on la voit comme quelque chose de complètement nouveau, ou disons la punition du dictateur devient l'objet qu'on a sous les yeux. Et au lieu que ce soit une simple image comme ça, d'archive archivée.
Et ce désarchivage de l'archive, c'est un travail considérable qu'on peut comparer à beaucoup de choses qui ont lieu en musique, par exemple. Hein, toute la logique du remake, etc. Et puis aussi avec une certaine basse qualité de la définition. Ce qu'on appelle en musique le lo-fi, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire le contraire de la perfection technologique. Eh bien, il y a une espèce de lo-fi pictural là, qui permet justement, par le contraire de l'effet de manche, de restituer une véridicité du document, Et je pense que ce travail est extrêmement important. Voilà. En fait, ce livre, hein, il s'inscrit de la même manière que Café Néon et les Jours d'Amérique s'inscrivent dans le projet de Dans l'étendue, enfin le projet, on peut dire le chantier plutôt, hein. La reprise et l'éveil, hein, pour les lectrices et les lecteurs qui avaient aimé L'instant et son ombre et l'imagement, hein, c'est une nouvelle manière aussi de repenser la capture du temps, les captures des temps, on pourrait dire, hein, les câblages des temps dans l'œuvre. Hein, alors justement, hein, puisqu'il nous reste un quatrième volet à évoquer, hein, sur ce câblage, on pourrait peut-être maintenant passer au dernier livre dont on voulait parler, hein, Voir le temps venir, hein, qui est. Alors, j'insiste sur le fait que, comme l'écrivain que tu es, hein, est sensible à des formules, hein, qui sont dans la langue, hein, voir le temps venir, hein, voir le temps venir. Dans Jour d'Amérique, hein, c'est tu notes comme ça aussi des expressions, hein, et il y en a deux qui te hantent dans cette année 78, c'est tirer à sa fin et tomber sous les yeux. Hein. Donc tirer à sa fin, tomber sous le sens et voir le temps venir. Alors voir le temps venir, c'est un séminaire, hein, que tu avais animé au Jeu de Paume il y a maintenant 2 ans. Oui. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe du Jeu de Paume au moment où j'avais écrit un texte pour un catalogue d'une exposition d'un artiste pour moi très important aussi, qui s'appelle Ismaël Bari. Et à l'occasion de ce travail, bon, il fait des vidéos aussi, je ne peux pas développer, mais qui sont aussi des réflexions sur le temps tout à fait fascinantes. Enfin voilà. Et donc j'avais eu l'occasion à ce moment-là, et Martha Ponsac, qui travaille au Jeu de Paume, m'avait proposé à ce moment-là qu'on fasse quelque chose ensemble. On s'était bien entendu. Et donc j'ai accepté. Et assez vite, s'est dessiné un séminaire, ce qu'on appelle un séminaire, donc avec des critères précis de durée, 6 séances sur 6 semaines, voilà, et un thème, et à chaque fois, bien sûr, des invités, comme c'est le cas pour toute forme séminaire. Et le thème, ça a été donc celui du temps, donc, mais pas le temps en général. Évidemment, on ne peut pas aborder ça, il faudrait 29 colloques et plus. Mais disons, voilà, l'avant-propos, là, c'est la thématique qu'aborde ce livre est celle de la perte du sens du temps, telle qu'elle se manifeste à l'ère de l'accélération généralisée. Et donc, plutôt que d'essayer de caractériser cette ère d'accélération généralisée, ce qui a été fait par des travaux des sociologues comme Hartmut Rosa, etc., il y a une grande sensibilité à ces questions aujourd'hui. Il y a un livre que l'auteur me pardonne, parce que, qui est paru l'an passé, qui s'appelle « Les hommes lents », qui est un très beau livre. Donc, beaucoup de gens réfléchissent sur cet aspect des choses. Et j'avais moi-même écrit un texte qui clôture un livre. C'était une conférence que j'avais tenue en Chine, donc pays qui se définit comme... enfin, c'était avant le Covid, mais qui se définit comme ayant la figure même de ce qui se tend vers un avenir. Et avec un taux de croissance, si possible, démultiplié, j'avais fait cette conférence qui s'appelait « Ralentir ». En même temps, ce thème du ralentissement, je sais qu'il est développé et repris par beaucoup de gens, y compris par des gens qui sont aux commandes de l'accélération. C'est-à-dire, il y a cette ruse du capitalisme, appelons les choses par leur nom, qui est de consentir
qu'en effet, de temps en temps, il faut ralentir. Mais c'est ce qu'on appelait à la grande époque la récupération de la force de travail. Elle prend aujourd'hui des formes plus fun ou des formes plus ludiques en apparence, mais en fait qui sont aussi des formes, alors là c'est très malin, mais c'est exploité par le capitaliste lui-même, puisque c'est toujours à vendre, le passe-temps. Voilà. Et passe-temps, hein, l'expression elle est bien claire. Donc voir le temps venir, c'est faire avec le temps autre chose que du passe-temps. Hein, et faire avec le temps, évidemment, autre chose que le temps subi de l'accélération au travail, etc. Tout ce qui fait, comme on dit aujourd'hui, le burning out, etc. Donc, qu'est-ce que ce serait le contraire du burning out? C'est quelque chose qui brûlerait, en effet, mais qui se consumerait extraordinairement lentement. Hein. Donc, un petit peu le rapport au temps qu'on a quand on regarde un feu de cheminée comme ça, où il y a une espèce d'alentissement devant quelque chose qui est en même temps très violent, mais en même temps il y a cet alentissement. Et donc plutôt que de caractériser tout ça en faisant un reportage sociologique dans les usines, sur les chantiers, etc., j'ai convoqué donc des personnes, des personnalités dont le travail me semblait être une réflexion justement sur le temps ou une pratique ou l'invention d'une temporalité différente. Alors, comme on n'a pas le temps de tout développer, je pourrais dire simplement que les séances, la première, c'était quand même un effet d'ouverture. Donc, j'ai invité un philosophe, et c'est un ami en l'occurrence, Jean-Luc Nancy, qui donc développe une espèce de récapitulation sur les pensées du temps et qui en effet montre que l'épaisseur du temps reste encore entièrement à découvrir, à éplucher. Si c'est un millefeuille, c'est feuille par feuille, etc. Et donc, seulement quelques points comme ça peuvent être touchés. Comme je suis passionné par, je dis toujours la réponse animale plutôt que la question animale, hein, aux questions que nous nous posons, les animaux répondent et on n'écoute pas ce qu'ils disent. C'est plutôt ça que je vois. Donc, je tenais à ce que les animaux soient présents, justement dans la mesure où leur vie, leur forme de vie propose des rapports au temps complètement différents, des temporalités. Et là, il y a la deuxième séance, c'était donc avec deux amis qui sont agriculteurs, qui sont d'anciens élèves que j'ai connus à l'école de paysage de Blois où j'ai longtemps enseigné. Et ses amis, Rémi Janin et Armand de Jam, pour les appeler par leur nom, ont repris une ferme et ils ont décidé une ferme d'élevage de bovins principalement, pas uniquement. Il y a aussi des ovins, des moutons. Et l'idée, c'est d'une part de sculpter le paysage à partir des leçons de ce qu'ils avaient étudié à cette école, c'est-à-dire au lieu de dicter au paysage des axes ou des logiques de rendement, d'écouter le paysage pour, avec ce qu'il dit, fabriquer des cohabitations avec les hommes, avec les plantes, avec les animaux, etc. Et au lieu que ce soit un discours, comme c'est souvent le cas, là, c'est une pratique. Et cette pratique, elle est dictée par quoi? Par le temps des saisons, avec leur réalité effective. Bon, c'est dans une région en plus où les hivers sont assez forts et où, par contre-coup, les effets de la sécheresse qui vient sont très très forts aussi et tout ça. Et en même temps, évidemment, dans une ferme d'élevage, on est à l'écoute de qui est le sujet principal? C'est les vaches, c'est les animaux. Et alors, c'est pas du tout quelque chose de mystique comme ça, c'est un compagnonnage avec ces animaux où, en fonction de ce dont ils ont besoin, on voit comment ils peuvent habiter et comment, avec eux, on peut habiter. Par exemple, dans cette ferme ont été supprimées les stabulations. Il y a une étape juste pour les vélages et pour les animaux malades. L'hiver, les animaux, ils se planquent dans les bois, des bois où ils sont très bien, où on les aide un peu, mais pas beaucoup, enfin, etc. Donc il y a aussi une forme de réensauvagement, etc. Et donc toute cette réflexion sur le paysage, elle est liée à une réflexion sur le temps. Et moi, ça m'intéresse beaucoup plus que des usines qui fabriquent des steaks de soja, voilà, etc. Bon, j'ai pas le temps de développer ça, mais voilà, c'était un beau thème de réflexion. Et la troisième, en fait, c'était la troisième séance, je me trompe. La deuxième, c'était avec les animaux sauvages. Et j'avais demandé à Baptiste Morisot, qui aujourd'hui est devenu très très fameux, très célèbre,
il était un peu moins déjà à l'époque, enfin, et de venir parler de son expérience de pisteur de loup, avec l'énorme clarté d'exposition qu'il peut avoir, et donc d'essayer de... Et il avait vraiment joué le jeu, c'est-à-dire non pas de parler des loups en faisant un copier-coller de ce qu'il avait déjà dit, mais en essayant de réfléchir justement sur la temporalité proposée par les formes de vie qui sont celles des meutes, et avec donc aussi l'hypothèse d'une cohabitation possible entre les temporalités humaines et les temporalités lupines, comme il dit. Voilà, il y avait ça. Donc, et puis après, évidemment, la 4e séance, c'était avec des architectes et une artiste aussi, artiste que j'avais vue à l'œuvre en Chine, et qui fait beaucoup de choses tout à fait passionnantes, des mises en espace comme ça, d'objets qui créent justement des distensions de temps tout à fait intéressantes. Mais là, elle s'était intéressée là-dessus, je l'avais invitée, c'était pour qu'elle montre au fond des photographies de repérage qu'elle avait fait en Chine. Elle avait remarqué en Chine, donc dans le pays de la grande tension constructive, elle avait remarqué le nombre de chaises bricolées que se fabriquent les ouvriers sur les chantiers. Et c'est vrai que là-bas, on rencontre sans arrêt des tabourets, des trucs faits avec 3 bouts de bois, etc. Et un art comme ça, un art de la pause, un art de prendre du temps dans le dos du capitalisme version étatique, frénétique, et qui crée quelque chose comme ça de très fort dans le tissu social chinois. Donc elle avait montré ça. Et parallèlement à elle, étaient là présents 2 architectes de 2 générations différentes. Alexandre Chemetov, que je connais depuis longtemps et avec qui j'ai déjà fait d'autres choses, travaillé. On a fait un livre ensemble, parcours de la ville de Saint-Étienne, parcours promenade commenté de la ville de Saint-Étienne. Et puis donc de montrer à partir de sa pratique architecturale comment une pratique architecturale qui n'est pas tournée vers l'objet, vers le grand objet, comment au contraire une pratique architecturale qui essaye de négocier des passages, d'inventer des transitions, d'inventer des respirations comme ça. Ça semble abstrait, mais ça correspond à des gestes architecturaux et matériels, des choix de matériaux très très précis qui sont entre le paysage et l'architecture. Et donc, il a rendu compte de ça. Et puis l'autre architecte s'appelle Nicolas Delon. Et Nicolas Delon, il anime une agence qui a un nom formidable qui s'appelle Encore Heureux. Et qui est une agence assez militante sur les thèmes de l'écologie, de l'environnement, des migrants, etc. Et lui, c'est pareil, c'est disons, pour aller vite, enfin, dans ce qu'il a apporté là, c'est une réflexion directement sur le temps et sur la reprise. Là, on est très près de Serino d'une certaine manière, avec ce qu'on appelle en bâtiment le remploi. Le remploi, c'est on remploie des matériaux. Eh bien, par exemple, de montrer ce qu'on peut faire avec des portes d'un lieu qu'on démolit. Au lieu de foutre les portes à la casse, on les récupère et on construit une autre architecture avec elles. Et puis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, etc. Donc, quelque chose, je crois, de très intéressant. Ensuite, je sais pas, il faut que j'aille vite. La 5e séance, c'était c'était avec 2 jeunes femmes. Une artiste plasticienne, comme on dit, Delphine Vibo, que j'avais rencontrée à Marseille, et puis, qui est à Marseille, je l'avais rencontrée à Paris, mais elle travaille à Marseille, et puis, comme Catherine Melin d'ailleurs, il y a beaucoup de Marseillais, y compris à côté de moi, Martin, et c'est pas un hasard aussi, complet. Si les 2 villes françaises que j'évoque sont Marseille et Saint-Étienne, c'est parce que justement, elles ont à ces questions qu'on essaye d'agiter, elles ont un rapport très particulier, très spécifique. Et donc, il y avait cette jeune femme, Delphine Vibo, qui travaille sur des objets souvent assez petits comme ça, qui sont des objets qui mettent longtemps à exister et qui ne restent pas tous, mais nombre d'entre eux ne restent pas en l'état. Ils continuent de devenir. Ce sont des objets réceptacles, des objets qui sont en voie de transformation, et ça se travaille avec la lumière de la Lune,
ce sont comme ça rejoint certaines préoccupations des origines de la photographie, etc. Et c'est complètement en prise sur le vivant, etc. Donc quelque chose de tout à fait passionnant, avec quelque chose d'un guetteur nocturne. Voilà. J'essaie de la faire parler de ça, ce qu'elle a très bien fait. Et puis elle était en parallèle avec une artiste très particulière, que j'avais découverte par une émission de radio. C'était dans fameuse émission d'Étienne Klein. J'avais été absolument fasciné par la manière dont elle parlait de ce qu'elle faisait. Et ce qu'elle fait, c'est... alors certains diraient évidemment pas grand-chose, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'elle a eu une formation d'acrobate, de trapéziste, puis elle en a eu marre. Elle en a eu marre de faire comme ça. Et elle parle de ça formidablement, et elle dit, au bout d'un moment... j'ai voulu abolir le ballon, comme ça. Et qu'elle parle de ce moment où quand le trapèze, il est comme ça, il s'arrête là, puis il redescend, etc. Mais elle dit, ce moment qui m'intéresse, c'est celui-là, quand il est là. Pourquoi on ne pourrait pas rester là? Et elle a essayé de faire ça. Et ce qu'elle fait, c'est d'essayer de rester là. Là. Et donc, elle n'a plus de trapèze, mais elle se suspend à la force du bras, évidemment, et surtout à la force du caboulot. Elle se suspend et étant ainsi suspendue dans l'espace, à 10 mètres de hauteur, sur une structure qui a été pensée pour cela, elle est dans l'inconnu. Et lorsqu'on voit le spectacle, on assiste à quelqu'un qui nage dans l'inconnu. Et cet inconnu, c'est l'espace même dans lequel on est, c'est l'espace dans lequel on respire. Et on entend, c'est très physique en même temps, on entend son souffle, etc. On a envie de la soutenir, de l'aider, puis en même temps on voit qu'elle est beaucoup plus libre que nous là-haut, qu'elle a échappé justement aux logiques de l'horizontalité, qu'elle plane, ni plus ni moins, etc. Et aussi elle parle de ça formidablement bien, et là on est vraiment dans le suspens, absolument. Elle a écrit un très beau texte d'ailleurs qui s'appelle « Le suspens », que je lui ai demandé de pouvoir reproduire en annexe du livre, ce qu'elle a accepté, donc il est dans le livre. Et puis la dernière séance, la 6e, c'était à partir d'un film d'une artiste américaine qui s'appelle Sharon Lockhart, qui est, je crois, une très grande artiste, qui fait ce qu'on appelle des vidéos, mais qui durent très longtemps, des heures et des heures, et qui est très occupée par le monde du travail, les ouvriers, les usines, qu'est-ce que c'est, les rythmes, ce qui s'y passe, etc. Et j'avais vu un film d'elle qui m'avait fasciné parce que c'est un hyper ralenti. Et ce n'était pas avec les moyens qu'on a aujourd'hui très facilement grâce au numérique, c'était avec des moyens plus bricolés. C'est il y a 15 ans, mais bon, les choses évoluent tellement vite dans ces domaines. Et elle avait réalisé un film qui était s'appelle Lunch Break, donc le temps de pause, le déjeuner dans une usine. Et c'est un long travelling, très long travelling, dans le couloir central d'un chantier naval à l'heure de la pause déjeuner. Mais au lieu que ce qu'on voit, c'est seulement le travelling, il est ralenti 8 fois. C'est-à-dire, on voit un temps qui n'existe pas, mais qui existe quand même puisqu'on le voit, et qui est 8 fois plus lent que la réalité. Et à ce moment-là, la façon dont se mettent à exister les gestes, les présences, les machines, etc., dans ce temps ultra ralenti, ça produit quelque chose de vertigineux, qui donne l'impression qu'on tombe qu'on redécouvre ce que c'est que le temps. Peut-être, vous savez ce qui se passe quand on voit dans un film un arrêt sur image. C'est ce qu'on devinerait au moment où l'arrêt sur image redeviendrait mouvement. Mais à peine. Et là, c'est extraordinaire, la richesse justement du feuilletage de cette chose-là. Et en plus, dans une usine, pas dans un espace mythifié, etc. Et pour accompagner Sharon Lockhart, qui était venue parler de son film, j'avais fait venir le philosophe français Peter Zendy, dont la réflexion sur le cinéma est vraiment de premier ordre, formidable. C'est la plus intéressante, je crois, depuis Deleuze, et qui en plus avait à travailler lui-même sur qu'est-ce que ça veut dire le ralenti. Et ce qui était amusant de la séance, c'est que Peter a découvert le film, quoi.
le jour même de la séance, et il réagissait en direct par rapport à ça. Et c'était un très, je crois, un très beau moment, en tout cas pour moi. Voilà. Et donc le livre, c'est ni plus ni moins la retranscription de ces séances, y compris les questions qui étaient posées par les gens qui étaient présents au Jeu de Paume en novembre, décembre 2019, en plein pendant les grèves contre la réforme des retraites et quelques mois avant l'immobilisation de la vie par le virus. Merci beaucoup. Si tu veux bien, pour terminer, j'aimerais lire 2 tout petits extraits. L'un pris dans Café Néon et l'autre dans Les Jours d'Amérique. Ce sont 2 scènes de lumière. Et voilà, pour vous saluer et remercier à la fois la Maison de la Poésie, Olivier Chadançon, et évidemment Jean-Christophe Bailly. Oui, on peut dire quand même que c'est assez formidable de pouvoir continuer à faire ces séances d'une manière différente devant une salle vide, mais en même temps qui est pleine de la virtualité de tous ceux qui écoutent. 23 janvier, lumière claire de l'hiver bleu dans les avenues et les tours, charme dégagé qui m'indiffère un peu, mais à nouveau, la fin du jour sur l'Hudson, au bout de Bank Street. La glace, plus blanche et moins épaisse, balance et grince quand passe un remorqueur. Le bois plus sec fait un promontoire différent. Tout est lisse, pur, lavé. Le bruit des avions et des voitures englobées dans le silence et le froid. Toutes les couleurs du spectre tendent vers le bleu acier et le jaune paille. L'or bleu de New York tombe sur les épaules à travers les fumerolles. Lenteur du temps dans l'espace dilaté. Café Néon, péninsule, baignade, plongeon, puis enquête sur les crabes, étoiles de mer et animaux de toutes sortes que l'on trouve dans les mares, le long des rochers, sous les pierres. Jour de repos, sans travail ni lecture. Lire la mer aussi, il le faut. Bonsoir. C'est un bon livre. Magnifique.